Bien le bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, et on se retrouve pour cette petite matinale, c'est parti. D'après mon calendrier, on est aujourd'hui la Saint Cyber Monday, donc on va parler de cyber, aussi étonnant que ça puisse paraître. On commence maintenant, même s'il n'y a pas grand monde dans le chat, on a un petit comité, mais c'est pas grave. On ne fait pas, l'actu n'attend pas. Laissez-moi régler le volume de la musique. Voilà, ça devrait être bien. Ouais, nickel. Vous m'entendez bien? Ouais. Ça a l'air pas trop mal. Je vais augmenter un peu le volume de ma voix aussi. Ok, let's go. Si tout est bien, on peut y aller. C'est parti. Alors, on va faire un petit... comme la dernière fois. Je vais vous partager les titres. Puis après, on va vous regarder plus précisément chacune des actualités qui nous intéressent. Peut-être pas toutes. Et puis on rappellera les titres à la fin, pour ceux qui nous rejoignent. Let's go. Salut Sam Roman Lord, comment vas-tu? J'en profite, petite annonce. Déjà il y a un Discord, il commence à y avoir des gens qui commencent à discuter un peu sur le Discord et à parler de ce qu'on fait pour la suite de la chaîne. Moi je suis en train de réfléchir au contenu que j'ai envie de faire, c'est une réflexion qui est en cours. Donc je suis intéressé par savoir ce que vous aimeriez voir sur la chaîne, ce que vous aimez déjà sur la chaîne. Je sais pas forcément pourquoi les gens qui me suivent, donc rien que savoir ça, ça m'aiderait à savoir un peu ce qui les intéresserait ou pas. Moi, forcément, il y a des trucs qui m'intéressent plus que d'autres, mais
Mais ça, je sais. Je sais pas encore. Petit coucou depuis les bouchons. Oh là là. Bonjour, Sarbunker. Coucou et bon courage dans tes bouchons. Je pense à la musique. Et l'autre chose que je voulais dire, c'est qu'il y a eu un petit article, je sais pas si vous l'avez vu passer, de Numérama, qui parle de la matinale. Donc, qui parle des quelques chaînes à voir lorsque vous êtes un hacker. Et il cite la matinale de Pour Info. C'est parti, on avait dit qu'on faisait les titres. Alors, les titres. D'abord, les annonces. La première annonce dont je voulais vous parler, c'est que Google change l'URL de Google Maps. Ça a l'air d'être tout petit, cette annonce. Mais en fait, c'est énorme, parce que lorsque vous autorisez la géolocalisation, généralement, il me semble que c'est le cas sur Android aussi, mais en tout cas sur un navigateur, et bien vous autorisez la navigation, vous autorisez les coordonnées GPS à être utilisées par tout un domaine. C'est-à-dire que avant c'était maps.google.com, vous autorisiez maps.google.com à avoir votre position, là vous autorisez tout google.com, et ça change tout. Merci Saruman. Effectivement, ça fait plaisir. Ça m'embête un peu parce que du coup, ça parle pas du cœur de ce que je veux faire avec cette chaîne YouTube, qui est de montrer des concepts avec mes animations, mais en tout cas, ça me fait très plaisir, c'est très cool. Pour la suite des actualités, je disais donc Google, le fait de changer l'URL de Google Maps, ça fait que tous les services de Google, potentiellement, vous pourrez avoir accès à votre position. Ensuite, je voulais vous parler d'une nouvelle agence cyber qui va se créer au Japon. Clairement, le Japon est dans un contexte où ils font face à une énorme dépendance aux États-Unis, mais aussi à des piratages très réguliers de la part de la Chine et de la Corée du Nord. Donc évidemment, ils ont une urgence à muscler un peu leur mécanisme de réponse. Enfin, je voulais vous parler de plusieurs arrestations. Ça a été une semaine assez sympa pour les forces de l'ordre. Parce qu'ils ont arrêté Icepoof. De ma compréhension, ils ont arrêté 142 personnes. Et en même temps, il y a un grand réseau de scammers qui a été arrêté via Interpol et qui a vu les arrestations de 975 arnaqueurs. On peut parler aussi d'une entreprise, et ça peut être un article qui va être très sympa à lire, je pense. Une entreprise qui a piraté les infrastructures d'un opérateur d'une forme de ransomware ou d'info-stealer, Mars Stealer, donc on peut aller voir ça tout de suite. Donc une entreprise a annoncé qu'en fait ils avaient réussi à s'introduire dans leur infrastructure, ce qui est normalement interdit, hein, c'est ce qu'on appelle le hackback, c'est une pratique qui est tout à fait interdite, mais qui peut permettre de stopper et de ralentir à minima des opérateurs de malware. Enfin, on va parler de Twitter, comme d'hab, hein, c'est la suite du feuilleton Twitter. Tout simplement, on s'attendait à ce qu'il y ait des problèmes parce que les équipes de modération et de sécurité sont parties, et ben on va voir qu'effectivement il y a des problèmes et on va en reparler. La musique est un peu forte, et ben je baisse tout de suite parce que j'ai mis. Attends, je vais baisser ici. Voilà. Je suis un grand fan d'avoir la musique très faible. Et comme je l'ai dans mes oreilles, je me rends pas compte de à quel niveau vous l'avez. Hop. J'espère que c'est mieux. Voilà. Top. Et bah top. Pour la suite, donc ça c'était les annonces. Pour les attaques. Pour les attaques, on va parler du Parlement européen frappé par des attaques DDoS. Comment dire? Obviously. C'est évident qu'elles viennent de la Russie. Parce que ça a lieu dans les heures, je crois même dans l'heure, qui a suivi l'annonce par le Parlement européen de considérer que la Russie était un État terroriste, qui finançait le terrorisme. Et les pirates ont dit en gros, bah non, pas du tout, regardez, on va vous pirater pour la peine. Ce qui ne valide pas du tout le point. D'ailleurs, je crois que c'était Numérama qui avait titré
les pirates russes n'ont rien d'autre à faire que pirater le Parlement européen, ce qui est assez drôle, et c'est assez vrai, parce que les DDoS, c'est nul, quoi, il n'y a rien à dire sur cette actualité, ça bloque le site pendant quelques heures, et puis voilà, c'est tout, c'est bon, on a fait le tour de l'actu, quoi. Ensuite, je voulais vous parler d'une cyberattaque en Guadeloupe. On ne sait pas ce que c'est, on ne s'autorise pas à faire des plans sur la comète, mais ça ressemble fortement à du ransomware. Donc le département de Guadeloupe. Guadeloupe qui est je crois qu'on ne dit plus dom-tom depuis un certain temps. Mais j'allais dire un dom-tom. Quand même. Ensuite, Boa, la faille de l'EDF indien. Je sais pas si vous vous souvenez, on avait parlé dans un stream, on avait parlé il y a quelques mois de l'EDF indien, je crois que c'était Tata Electrics ou un truc comme ça, qui s'était fait pirater, et en fait Microsoft a annoncé qu'ils avaient trouvé d'où ça venait. Et ça vient d'où? Ça vient d'un type de serveur qui sert à gérer des flottes d'objets IoT, qui s'appelle Boa. Et donc c'est... Donc on va lire l'article de Microsoft. Il y avait un article de Presse Citron ou TechCrunch, mais en fait il disait rien, il était très clickbait. Donc je viens de vous retrouver l'article de Microsoft. Je suis content, j'ai les articles fiables. Enfin, on a une entreprise qui est... Où est-ce qu'elle est? Group IB, dont on a déjà lu sur cette matinale des rapports de Threat Intelligence, c'est-à-dire de renseignements sur les menaces, qui nous propose une vue d'ensemble de tout le marché des infostealers. Donc les infostealers, c'est ces logiciels qui viennent vous prendre vos données de navigation, vos secrets, vos identifiants, surtout. Et donc ça va être intéressant de parcourir un peu cet article et de voir quel est le panorama de cette partie-là de la cybermalveillance. On connaît très bien par exemple les ransomware, c'est quelque chose qu'on a beaucoup discuté, mais on connaît moins les infostealers. Voilà. Et les news cyber, pardon, les vulnérabilités, j'en ai trouvé qu'une qui soit vraiment pertinente à discuter. C'était encore un nouveau package Python qui est Fast API Toolkit. Donc de ma compréhension, c'est un truc qui aide à l'utilisation de Fast API. Et ce truc-là est verrouillé. Voilà, évitez. Donc, voilà, c'est pas conseillé. Enfin, les data leaks, eh ben, on va parler de Twitter. Comme on pouvait s'y attendre. C'est un peu clickbait de dire ça, parce qu'en fait, c'est un data leak qui est un peu vieux. Mais le problème, c'est pas la cause du changement de l'arrivée d'Elon Musk. Par contre, les décisions d'Elon Musk font que ça va être bien plus compliqué de gérer ce data leak, parce qu'il n'y a plus personne pour tenir la baraque, et que le FTC, qui est l'équivalent de entre la CNIL et l'autorité de la concurrence, en France, eh bien le FTC, à mon avis, va pas rater Twitter. Ils l'ont dans le collimateur, et ils vont pas les rater. Il y a aussi Continental, qui est un fabricant allemand dans l'automobile. Et Continental s'est fait pirater il y a quelques temps. Et ils ont demandé au FBI de l'aide pour investiguer sur ce piratage, parce qu'ils pensent qu'il y a potentiellement des choses un peu plus vénères derrière, potentiellement des APT, potentiellement de l'espionnage, potentiellement une puissance étrangère qui voudrait récupérer des secrets industriels. Voilà. Alors, c'est la fin des news. J'ai quand même 3 petits articles en plus qui sont pas des news, mais qui sont cool quand même. J'ai une opinion d'un colonel américain dans le Washington Post qui parle de comment le Pentagone se prépare et redoute une vaste cyberattaque. Donc il appelle ça un Pearl Harbor électronique. Les Américains, vous savez, qu'ils sont toujours très nuancés dans leurs appellations. Il y a aussi un autre rapport de l'ENISA qui parle des investissements cyber en Europe. Avant de passer... Attendez, regardez. Avant de passer aux détails des actus, je vous propose de regarder ça. Moi, je crois que ça va être très intéressant. Hop,
Et on voit qui sont les pays qui dépensent le plus dans la cybersécurité. Vous savez que le NIS, c'est en gros, c'est l'équivalent de la LPM, mais au point de vue Europe. Donc en gros, la LPM définit des OIV, des opérateurs d'importance vitale. Le NIS, lui, a défini un certain nombre d'opérateurs, effectivement, qui sont, je sais pas quoi, OSE, il me semble. Donc on va voir les petits graphiques, parce que les graphiques, c'est ce qui est le plus intéressant. On va zoomer un petit coup. Voilà. La dépense pour ces acteurs identifiés par membre, on voit que la France dépense 65 millions d'euros pour défendre ses infrastructures. Ces 65 millions d'euros doivent être comparés avec le reste. Vous voyez que l'Allemagne en met 85 plus, mais que la France est en gros la deuxième. C'est dommage qu'on n'ait pas le Royaume-Uni, parce que c'est peut-être un peu plus comparable. Voilà. Par contre, ce qui était intéressant, c'est de prendre ça au regard du nombre de personnes et du pourcentage du budget. Ça, je comprends pas. Voilà, ça c'est le pourcentage. Et donc là, vous voyez que la France a beau payer beaucoup, elle est quand même, enfin, il y a beaucoup moins de pourcentage c'est beaucoup plus petit par rapport au pourcentage global des services informatiques que d'autres pays qui sont beaucoup plus petits. Par exemple, je vois la Roumanie, c'est 7.3, les Pays-Bas, c'est 7, Portugal, 7.5, Malte, 7.7. C'est évidemment ça qu'il faut aussi regarder. Voilà, et puis on peut regarder dans quel domaine. On voit que c'est principalement en banque, marketplace, énergie. Voilà, tout ça est assez intéressant. Évidemment, c'est dans l'énergie qu'on retrouve le plus d'OSE. Dites-moi quel sujet vous voulez reprendre pour ce qui est de nos petites actus. On va faire la loterie des ransomware avant. La loterie des ransomware, j'ai pas mis la roue qui tourne parce que cette semaine, c'est l'état de Westmount au Canada et c'est un hôpital en Inde qui a été touché. Voilà. Et comme les hôpitaux c'est jamais marrant, et ben je mets pas de roue qui tourne parce que voilà, c'est pas drôle. Un peu plus drôle, est-ce que cette semaine on a des échanges crypto qui ont été piratés? Et ben la réponse est un peu. On a une vulnérabilité qui nous a été partagée sur... Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Ah, j'ai plus le... Je peux vous retrouver le lien. Mais sur un échange, comme d'hab, un exchange automatique qui est un smart contract. Et donc, cette vulnérabilité n'a pas été exploitée. Donc le truc n'a pas été piraté à proprement parler. Mais en fait, les gérants de ce service ont dû retirer toute la thune qui était dessus. Donc ça impacte quand même le service. Cette vulnérabilité a impacté ce service. Je prends un instant pour regarder si tout va bien sur YouTube, parce que je vois qu'il n'y a pas grand monde. Ah! Oh! Ok. Je me disais bien qu'il n'y avait pas grand monde. La vidéo était pas en public sur YouTube. Désolé. Navré pour vous. Voilà pour les actus sur YouTube. Et ben on va attendre tranquillement que les gens... Voilà pour les actus, pardon, de cette semaine. On va détailler un peu plus ces actus, je vous propose. On va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Pendant ce temps-là, les gens sur YouTube vont nous rejoindre au fur et à mesure. Toutes mes excuses pour les gens de YouTube qui nous voient que maintenant.
Dites-moi quel sujet vous intéresse le plus. Alors, on avait dit qu'on commençait par Google Maps. Voilà un tweet. Le tweet qui a tout commencé. En fait, c'est très simple. On va faire une manip. Si je fais maps.google.com, ouais, j'accepte. Vous voyez que j'arrive sur, hop, sur Google Maps, google.com/maps. Et ça, évidemment, ça change tout parce que c'est une question de same, exactement. C'est une question de source, c'est une question d'origine des requêtes qui font que si vous décidez donc de partager votre position avec Google Maps, et bien maintenant vous êtes obligé de le partager avec tous les services de Google. Voilà. Il y a beaucoup de réponses qui ne sont pas en anglais, donc on va pas pouvoir passer tellement plus de temps là-dessus. On avait parlé d'iSpoof. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Salut Kosei, je sais pas comment on dit, salut RDK. Je vois un petit spam. Hop. Voilà, il devrait disparaître. Hop. Salut tout le monde. Désolé pour les viewers sur YouTube, j'avais mis la vidéo en répertorié seulement. On parle de iSpoof donc. Une action conjointe de Europol, Eurojust, donc service de justice, et de l'Angleterre. Alors là, ils ont tous fait des grands discours, blablabla, le crime ne connaît pas de frontières. En gros, ce service permettait de mettre des appels téléphoniques anonymisés, envoyer des messages enregistrés et intercepter des mots de passe. Ouh. Et intercepter des mots de passe, comment dire, des mots de passe temporaires. Et ça servait évidemment à faire plein d'arnaques. 3,7 millions d'euros en 16 mois. Voilà, donc une belle coopération entre Europol et le Royaume-Uni. En France, comme d'hab, PPO et le C3N. Donc PPO, c'est le parquet... il me semble que c'est le parquet spécialisé, et le C3N, c'est l'unité de la gendarmerie nationale qui est spécialisée, celle qui fait tous les trucs EncroChat, etc. Voilà, avec aussi des gens aux Pays-Bas, en Ukraine, en Lituanie, en Irlande, tout ça, du beau monde. Bundeskriminalamt, ça c'est le BSI, c'est l'équivalent de l'AMSI. Voilà pour cette petite actu. On avait parlé du Japon. Je vous avais dit que c'était important pour le Japon de se doter d'une nouvelle agence cyber, parce que le Japon, bah, vous savez qu'il fait face à la Chine et à la Corée du Nord, qui sont toutes les deux assez agressives. Ah, j'ai un petit article sur la Chine aussi, qu'on pourrait lire. Je l'ai trouvé en me réveillant ce matin, donc je ne l'ai pas mis dans les titres, mais il est très intéressant. Il est là, à la fin. Voilà, le Japon, je vous fais on lit un peu plus le détail. Le Japon est en train de considérer créer une nouvelle agence de cybersécurité. Cette agence, elle aura la supervision. Mais ça va être aussi du budget en plus. Et ils vont être plus proactifs. C'est-à-dire, ils vont faire beaucoup moins dans la défense, mais beaucoup plus dans l'anticipation et éventuellement l'attaque, peut-être. Je pense pas qu'ils feront d'attaque, parce que connaissant le Japon, ils sont pas très branchés là-dessus.
Ouais, donc ils disent l'Asie a été très touchée en 2021. 26% de toutes les attaques cyber. Japon, Australie et Inde sont les 3 régions les plus attaquées en Asie. Alors, ce qu'il faut garder en tête, c'est que forcément, c'est ces 3 régions les plus attaquées parce que c'est les 3 régions les plus intéressantes. Mais c'est aussi pas des gouvernements autoritaires. Je pense qu'on peut dire ça de mémoire. L'Inde, c'est une démocratie imparfaite, mais c'est quand même une démocratie. Et en fait, toutes les dictatures, déjà, elles vont passer beaucoup plus de temps à attaquer les autres, et puis en plus, on n'aura jamais des chiffres très fiables. Ok. Pour la suite, on passe rapidement sur les autres. Mars Steeler, je vous propose de regarder cet article. Est-ce qu'on fait maintenant le rappel des titres? Non, on va regarder cet article. Mars Steeler. Donc. La startup de hacking a trouvé une faille qui ont permis de bloquer les opérateurs de Mars Steeler de leur propre serveur, et ils ont utilisé leur accès pour relâcher leurs victimes. Donc Mars Stealer, c'est un info stealer, c'est-à-dire que ça vole des infos comme son nom l'indique. Merci. Yes. Vous l'avez entendu sur Pour Info pour la première fois. Donc, l'idée, c'est que c'est un... Je vais grossir un peu, hop. L'idée, c'est que vous recevez un mail. Il y a un attachement dedans avec un logiciel malveillant. Ce logiciel vole vos mots de passe, les codes de multifacteur, d'authentification multifacteur, via des extensions de navigateur, et le contenu de vos wallets de cryptographie. Pardon, il est tôt. Et il peut faire du ransomware. Donc ça, c'est potentiellement un ransomware beaucoup plus tourné vers les particuliers. Nous, quand on parle de ransomware, on parle beaucoup plus de ransomware pour les entreprises. Il y a une copie craquée qui a fuité en ligne, ce qui a permis à tout le monde de l'étudier. Ce qui a perdu, vous savez, c'était quelque chose qu'on disait quand il y avait le code source de Conti ou Reveal qui avait fuité. Et j'avais eu pas mal de réactions sur TikTok qui disaient mais du coup si ça a fuité, on peut faire un truc qui s'en protège. Oui et non, parce qu'en fait le ransomware, en fait c'est juste la charge. En fait il faut se protéger toute l'attaque, ce qui est très compliqué. C'est juste la charge. Donc effectivement là, vu que c'est toute l'infrastructure qui a fuité, eh bien on a pu se protéger parce qu'on savait comment fonctionnait cette infrastructure, comment fonctionnaient leurs attaques. On pouvait imaginer des moyens de les détecter, donc ça change tout. Le ransomware en lui-même, il fait rien d'autre que chiffrer, et pour le coup, normalement, si les lois de Kirchhoff sont respectées, c'est-à-dire que si le chiffrement est bien fait, normalement tout dépend d'une clé, et si t'as pas la clé, t'as pas la clé. Mais donc là, on est exactement dans la situation que les gens ont évoquée sur TikTok, en disant, mais en fait, vu qu'on a eu des infos sur cette attaque, eh bien on a pu créer, on a pu étudier cette infrastructure et des white hats, parce que là c'est vraiment l'idée d'un white hat, des white hats ont piraté leur infrastructure pour prendre contrôle de cette infra. Saruman Lord, c'est quoi les bonnes pratiques pour se défendre contre ce type d'info stealer en tant que particulier? Ça c'est un peu les bonnes pratiques, c'est un peu le truc où on entend parfois cliquez pas sur les liens. En gros, installez pas... lorsque vous avez des pièces jointes, déjà évitez d'exécuter des pièces jointes. Lorsque vous avez des pièces jointes, vérifiez que c'est pas un exécutable. Typiquement, parfois, ça arrive souvent que c'est un fichier .pdf, .exe avec l'image d'un PDF, et en fait, si sur Windows, tu coches pas le montrer les extensions, et bah tu vois pas que c'est un exécutable. C'est tout con, hein, mais ça marche encore avec plein de gens. Ce genre de petits trucs. Donc vérifier que c'est pas un exécutable, et si c'est un exécutable, tu l'exécutes pas. C'est vraiment ça le cœur du truc.
Après, c'est éviter d'ajouter des extensions dans tous les sens, faire vraiment confiance que les extensions dans lesquelles tu as confiance de ton navigateur, et éventuellement regarder régulièrement les extensions de ton navigateur, voir s'il n'y en a pas une que tu n'as pas le souvenir d'avoir installée. Ça devrait te mettre la puce à l'oreille. Là, je sais pas comment ils volaient les trucs sur les wallets de cryptographie, mais j'aurais tendance à dire qu'un hardware wallet devrait être plus compliqué à utiliser, à voler. Donc utiliser un wallet hardware, je pense que c'est une bonne pratique aussi. Et des codes d'authentification multifacteur, et bah c'est bien de pas les stocker sur votre ordinateur. Je pense que personne ne le fait, mais vu comment ils en parlaient, j'avais l'impression que potentiellement certaines personnes utilisaient générer sur leur ordinateur les codes d'authentification multifacteur, ce qui n'est pas une très bonne pratique. Voilà, je pense que ça répond à ta question. Dis-moi. Donc Mars Stealer, pourquoi on parle de Mars Stealer? Mars Stealer, c'était le successeur de Raccoon Stealer, qui était un malware, un info stealer aussi. Voilà. Et c'est Bugguard. Bugguard qui a piraté donc l'infrastructure. Là, c'est, on m'a parlé cette semaine, j'interviens dans une école mercredi, et on m'a dit si j'étais un white hat, et je déteste ces concepts de white hat, black hat, parce que souvent white hat, du coup on parle de white hat pour des auditeurs en sécurité, mais en fait on n'est pas white hat, on pirate pas vraiment, on teste, on n'est pas des hackers, on n'est pas des cow-boys quoi. Un white hat pour moi c'est ça, c'est une entreprise qui va vraiment pirater un attaquant. Et le concept de black hat, white hat, même grey hat, généralement, c'est tout le monde dit bah c'est quelqu'un qui fait de temps en temps des trucs bien, de temps en temps des trucs mal. Non, soit t'es légal, soit t'es pas légal, point. Là, ça c'est pas légal, mais c'est obvious que c'est dans un but intéressant et que du coup personne ne va leur en vouloir. Grey hat pour moi c'est pas légal, mais c'est discutable. C'est genre quand quelqu'un partage une vulnérabilité sur Twitter sans en parler à l'entreprise avant. C'est qu'il est pas, il pense pas être dans l'illégalité, mais en fait si c'est pas légal, soit c'est légal, soit c'est pas légal. Voilà, pardon, mon petit rant, mais c'est pas le sujet. Je râlais. Voilà, on a dit pour ceux qui sont arrivés un peu plus tard, et donc toutes mes excuses encore pour YouTube, la vidéo était mal configurée, elle était en privé. Donc on a eu une grande opération d'interception par Interpol qui a permis d'arrêter 975 personnes, pardon. Voilà. Je reviens pas plus là-dessus parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur ce genre d'annonce. Ah oui, ça je voulais vous en parler, regardez, ça c'est le nouveau framework Zero Trust du département de la défense américain, donc l'équivalent de notre ministère de la défense, ministère des armées maintenant. Comme vous pouvez voir, il n'y a pas grand-chose dans ce document. Voilà. J'adore le Zero Trust. J'adore. Vous voyez, c'est une belle slide, mais il n'y a rien dedans. Ils disent en gros, il faut qu'il y ait l'adoption culturelle. Il faut que ce soit interopérable avec le département de la défense. Il faut que la technologie aille très vite. Avec des phrases comme déployer Zero Trust, c'est égal à dépasser la vitesse de développement des menaces et de l'industrie. Et puis il faut se coordonner, etc. Moi j'aime pas le Zero Trust. Je trouve que ce concept n'a aucun sens, parce qu'il y a forcément de la confiance quelque part, et en fait quand tu parles de Zero Trust, c'est juste que tu as tendance à ne pas voir où est la confiance. C'est pas que tu fais confiance à ces personnes, c'est que tu fais confiance uniquement à certains acteurs. Et c'est pour moi, c'est se voiler la face que de parler de Zero Trust. Voilà. La grande actu de la semaine, hein, c'était ça. En gros, je vous refais l'actu. Le Parlement européen considère que la Russie est un État sponsor du terrorisme.
Ils ont dit les attaques délibérées et les atrocités commises par les forces russes et leurs agents. Je sais pas comment on traduirait proxy. Et leur état sbire. Ils parlent évidemment des républiques de Donetsk et de Luhansk. Donc ces atrocités commises contre des civils en Ukraine, la destruction de l'infrastructure civile en Ukraine et beaucoup d'autres violations sérieuses des lois humanitaires et internationales sont des actes de terrorisme. Et ouais, Relais, t'as raison. Relais, ouais. Et constituent des crimes de guerre. Point barre. Donc le Parlement européen a dit ça. Cette condamnation est assez symbolique, hein. Ce qui impacte la Russie, on sait que c'est plutôt les sanctions économiques. Et ce qui est intéressant, c'est que donc ça, vous voyez, cet article, il date du 23. Le 24. Le Parlement européen a vu son site web tomber provisoirement en raison d'une attaque DDoS menée quelques heures seulement après avoir déclaré que la Russie soutient le terrorisme. Voilà. Donc ce que je disais aux gens qui étaient là tout à l'heure, c'est que c'est quand même très drôle d'avoir des hackers qui disent non, on n'est pas des terroristes, et bah même pour vous montrer, bah on va vous pirater. Donc ça illustre très bien le point. Je passe des dingueries là où je suis, à la maison. Voilà, quelques heures après une communication cinglante à l'encontre de la Russie, le site internet de l'institution a été victime d'une attaque par déni de service. Un groupe pro-russe Killnet a revendiqué l'attaque. Killnet, c'est une chaîne Telegram de partisans pro-russes. Les attaques DDoS, il n'y a jamais grand chose à dire dessus parce qu'en fait, c'est pas très compliqué techniquement. Généralement, c'est compliqué de créer une infrastructure, mais une fois qu'elle est créée, elle est là. Et donc, quand vous faites une attaque, vous achetez juste une attaque auprès de l'infrastructure. Donc en gros, ça demande la technicité de sortir sa carte bleue. Voilà. Rien de plus intéressant à évoquer sur le sujet, je pense. Et puis ça sert à rien surtout. Ça bloque le site web pendant quelques temps et puis après, voilà, on a fait le tour. Éventuellement, si on peut avoir le volume de l'attaque, ça peut être intéressant. Et on n'a pas le volume de l'attaque. Voilà, hop. Sujet suivant. La Guadeloupe. La Guadeloupe. Voilà. La Guadeloupe a activé son dispositif de crise à la suite d'une attaque informatique en date du 21 novembre. Mobilisation importante, plan de continuité pour maintenir le service public. On voit là tous les éléments de langage de cellules de crise qui sont habituées à gérer des crises type ransomware, et puis d'un truc qui est le résultat d'une crise de ransomware. On ne sait pas pour l'instant, mais ça ressemble fortement à du ransomware. Cette attaque s'est produite après la clôture budgétaire, donc les paiements ont beaucoup été déjà transmis, c'est cool. Nous les assurons de la mobilisation pleine et entière du personnel du conseil régional. Ça, je n'en doute pas un instant. Évidemment, dans ce genre de crise, tout le monde est sur le pont, c'est très sollicitant. Ces cyberattaques, aussi courantes soient-elles, nous rappellent que la question n'est pas de savoir si on va être la victime, mais bien quand. Cette communication, elle est super bien. Et là, ils me mettent en garde contre le phishing. Mais attendez, mais elle est trop bien. C'est la communication parfaite. Service public, hein. C'est parfait. Si vous êtes victime d'une cyberattaque par ransomware, cette communication, elle est parfaite. Vous dites quand vous la mettez à jour. Dès que vous avez du nouveau, vous la mettez à jour. Vous dites, on a une cyberattaque. On n'a pas toutes les informations, mais on y travaille. Vous rassurez. Vous dites ce qui va continuer. Ça, en pratique, c'est encore un peu flou, mais parce que c'est le début de la crise, je pense.
dans la pratique, dans les prochains jours, il devrait être beaucoup plus clair sur quels sont les services qui vont être assurés, comment, etc. Donc ça, éventuellement, c'est le truc à préciser par la suite. Mais c'est top. Et après, ils disent, on y travaille avec l'ANSSI, la CNIL, la police nationale, la gendarmerie. Attention, au cas où quelqu'un exploite cette cyberattaque pour vous arnaquer, eh bien, ils mettent en garde contre le phishing et pour protéger les mots de passe. Elle est parfaite, cette communication. Voilà. Et si on regarde la liste d'actualités, on va regarder... Ouais, c'est toujours la dernière attaque. Toujours la dernière actualité. J'avais sélectionné cette actu, mais je pensais pas en parler, que c'était aussi bien comme communication. Un petit article du Washington Post pour vous parler de la Chine. Vous savez que la Chine, en ce moment, il y a beaucoup de protestations suite à un incendie dans une zone qui était confinée à cause du Covid. Et les Chinois commencent à en avoir ras-le-bol des restrictions très dures imposées par le gouvernement autoritaire, dictature. Et alors, ce qui est très amusant, et j'espérais avoir des photos, ce qui est très amusant, on va essayer de retrouver des photos, hop. C'est que, ce que nous raconte le journaliste dans ce... hop. Ce que nous raconte le journaliste dans cette voilà, nickel. Ce que nous raconte le journaliste dans ce sujet, c'est que, en gros, si vous cherchez le nom des villes chinoises sur Twitter, et bien en fait, il y a plein de comptes qui étaient complètement inactifs et qui sont mis à publier de la pub des services dans les villes où il y a des émeutes. Et comme ça, en fait, ça spamme le hashtag de la ville. Et comme ça, on voit pas qu'il y a des protestations. On voit pas on voit juste du contenu. Vous voyez, donc là, on a des... Voilà, nickel. Ça, le premier qui est en haut là, ça c'est un contenu sur une manifestation en Chine. Et donc le but du gouvernement et de la police et de la police politique, ça va être de faire en sorte qu'on ne voit pas qu'il y a cette émeute, on ne voit pas qu'il y a cette manifestation. Et donc du coup sur Twitter, il y a plein de bots comme ça qui sont mis à publier du contenu pour adultes ou des services absurdes. Voilà. Illustration parfaite. Des services... ça n'a aucun sens. Ou même des trucs random. Et regardez là, tous les hashtags, c'est toutes les villes chinoises. Ça c'est Shanghai, ça c'est Pékin. Chine. Tous les, donc ça c'est... je sais plus si Shenzhen ou Canton. Ou Nankin. Je vais dire des grosses bêtises. Mais vous voyez, ouais, tout ça, même c'est les mêmes. Hein. En fait, il n'y a pas besoin de faire du contenu de qualité. Vous avez juste besoin de spammer, quoi. Bref. Très drôle. Salut, Newscrit. Voilà. Et là, je pense que elle spamme tous les hashtags. Ouais, ouais. Voilà. Donc voilà comment on invisibilise une manifestation. C'est une mute news. Ou plutôt c'est une opération de mute sur Twitter. Voilà. On avait parlé de Boa, on va accélérer un peu. Ça, Boa, c'est donc Boa, c'est le serveur qui était vulnérable de Microsoft qui a permis le piratage d'organisations dans l'énergie en Inde. On avait parlé des infostealers. On a parlé donc de Mars Stealer, une entreprise qui a piraté les pirates de Mars Stealer. Là, ce que je vous propose, c'est de regarder un peu une overview de l'écosystème d'infostealer. Je vais remettre mon extension qui fait qu'on a le truc en mode nuit.
Elle nous dit que, en gros, les pays les plus infectés sont la France en 7ème position, hein, Cocorico, les États-Unis, le Brésil, l'Inde, l'Allemagne, l'Indonésie, les Philippines, la France, la Turquie, etc. 50 millions de mots de passe volés entre janvier et juillet 2022. 2 milliards de fichiers de cookies. Donc ça, c'est hyper intéressant les cookies. 113 000 wallets crypto. Je sais pas si on parle de crypto hardware ou si c'est juste de wallet dans le navigateur. Et 103 000 cartes de paiement. Ça, c'est le plus intéressant, je pense. Directement la carte. Les mots de passe, c'est très intéressant. Les cookies, évidemment, vous savez que lorsque vous vous connectez... Alors, il y a cookies et cookies. Hein. Il y a les cookies... là, qu'on voit à droite, on voit la bande sur l'écran. Il y a les cookies publicitaires. Ça, c'est pas très intéressant et c'est pour ça qu'il y a autant de volume. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est les cookies de session. Et ça, c'est généralement, c'est le texte que vous envoyez et qui est connu juste de votre navigateur. Et c'est ça qui fait que lorsque vous ouvrez un navigateur avec Facebook, sur facebook.com, bah vous êtes déjà connecté. Parce que votre navigateur se souvient de votre identifiant de session dans le cookie, et c'est ce cookie qui vous permet d'être connecté directement sur les sites. Et donc vous volez le cookie, ça permet de se connecter à votre place. Pas mal, hein. Pas mal. Voilà, 5 millions de dollars, 6 millions de dollars quasiment en valeur. Les plus utilisés, c'est Redline et Raccoon. On a vu que après la fin de Raccoon, donc c'était Mars qui avait pris Mars Stealer qui avait pris le pas. 34 groupes Telegram qui parlaient d'info stealing en russe. Voilà, donc comme d'hab, tout ce qui est un peu cybercriminalité, c'est très axé Russie. Les plus intéressants, c'est les creds, les mots de passe PayPal, Amazon, Steam, aussi Steam, Epic Games, Roblox, donc les jeux. Voilà. Ah ouais, alors c'est marrant, ils disent que les infostealers se sont mis à s'intéresser beaucoup aux NFT. Les cybercriminels, en gros, mettent les liens pour télécharger les stealers dans des vidéos de jeux vidéo, dans des reviews de jeux vidéo sur YouTube, ou des programmes pour miner des crypto-monnaies ou des fichiers NFT, etc. En gros, ils exploitent souvent les gens. Comme quoi, l'écosystème de NFT, une grande qualité. Ça, c'était le... Je passe à l'actualité suivante. On va faire un petit rappel, hein. Il est 8h51, on va faire un petit rappel des chiffres, et puis on va parler, vous me direz de quoi vous voulez parler pour la fin de ce live. On va faire un petit focus après, et puis la méditation comme d'habitude. Voilà. Ça on en parle après, ça va être le focus. Tout ça c'est les focus. C'est un focus. Le Nice, c'était un focus, mais on en a parlé en premier. Je vais reprendre les titres pour ceux qui n'étaient pas là au début. Oui, mais oui. En gros, les titres de cette semaine. Dans les annonces, Google a changé l'URL de Google Maps. Ça veut dire que maintenant, au lieu de que ce soit maps.google, vous êtes sur google.com/maps. La différence, c'est que lorsque vous partagez votre position, maintenant, avec comment les navigateurs sont faits, et je pense que ça donne la même chose sur Android, eh bien, vous partagez forcément votre position avec l'intégralité des services de Google. Une nouvelle agence cyber au Japon. Le service iSpoof a été saisi, 142 personnes arrêtées. De la même manière, Interpol a saisi, donc ça c'était Europol. Interpol, la même semaine, donc a arrêté 975 arnaqueurs. Il y a l'entreprise BugGuard qui a piraté l'infrastructure de Mars Stealer. Mars Stealer qui est un infostealer qui vole donc vos identifiants, vos mots de passe, etc. Ça c'est un joli cas de hackback. Donc vraiment piratage de la tête, vraiment on va pirater, c'est pas du tout légal, mais c'est pour la bonne cause.
Twitter, Twitter, hein, comme d'hab, plein de problèmes de sécurité en ce moment. Les équipes de modération et de sécurité sont parties, enfin ont été virées. Pour tout ce qui les attaque, on a parlé du Parlement européen, qui a été frappé donc par une attaque DDoS dès qu'ils ont dit que la Russie était un État sponsor du terrorisme. La Guadeloupe a été touchée par une cyberattaque qui ressemble fortement à du ransomware. Bon courage à toutes les équipes sur place. On avait un opérateur d'énergie indien il y a quelques mois qui avait été touché par un ransomware. On sait maintenant que les attaquants sont passés par BOA, donc un serveur de gestion d'IoT. On a aussi un article très intéressant sur les infostealers. Sur les vulnérabilités, il y a juste l'histoire du package Python malveillant. J'aime bien parler parce que je trouve ça intéressant de voir que, en fait, c'était il y a 2 ans, personne ne faisait ça. Il y a 2 ans, on commençait à découvrir les attaques supply chain avec SolarWinds. Et ben maintenant, en fait, toutes les semaines, quasiment, là, sur les matinales, quasiment toutes les semaines, il y a un package Python ou NPM qui est malveillant. Donc le risque, en gros, c'est que lorsque vous développez quelque chose, vous faites pip install machin, et ben en fait, vous pensez pas forcément que parfois vous installez un truc qui est malveillant et qui peut exécuter des commandes et installer des processus malveillants. Dans les data leaks, on a un énorme data leak de Twitter. C'est un data leak qui est assez vieux. C'est pas à cause d'Elon Musk, mais le fait qu'Elon Musk ait viré tout le monde dans les équipes de sécurité, et ben c'est sûr que ça va pas aider à gérer la crise. Il y a aussi le piratage de Continental qui remonte à cet été. Continental qui est un fabricant d'une industrie automobile allemande. Et donc ce piratage, les Allemands ont demandé de l'aide au FBI parce que apparemment l'enquête est plus importante que ça. Donc potentiellement des histoires d'espionnage industriel ou d'une attaque d'un État. Voilà pour les titres. Les focus que je vous propose. Je vous propose comme d'hab 3 focus. Un focus un peu technique, un focus un peu CTI, c'est-à-dire renseignement, et un focus sur un outil. Dans les focus techniques, je vous propose un write-up, c'est-à-dire un déroulé, une explication d'une vulnérabilité qui a été trouvée dans Tailscale. Tailscale, je ne connaissais pas, mais de ma compréhension, c'est un peu une sorte de VPN peer-to-peer. Un réseau de VPN maillés les uns avec les autres. Si vous connaissez mieux le sujet que moi, n'hésitez pas à le dire dans le chat. Il y a un autre petit write-up que je vous propose de faire aussi parce qu'il est très rapide. C'est comment quelqu'un a hackback, décidément, hein, c'est la semaine, il ne s'est pas passé grand-chose cette semaine, mais il y a plein de petits hackbacks. Quelqu'un a piraté un arnaqueur sur Instagram. Dans le focus CTI, je vous propose de le faire uniquement si on a le temps, c'est une analyse un peu plus en détail des fuites liées au gang de ransomware Yuan Liu Wang, qui se faisait passer pour un gang chinois, mais qui en fait était russe. Et si on lit cet article, on verra qu'il y a des liens avec d'autres gangs de ransomware comme Reveal ou Logbit ou Conti. N'hésitez pas à me dire quel focus vous avez envie de faire. Et enfin, dans les focus outils, j'ai vu un toolkit pour créer un ransomware open source et un outil qui s'appelle Torbot. Torbot, ça va vous permettre de scanner régulièrement certains sites sur le dark web, ce qui peut vous aider dans votre recherche en tant que chercheur, en tant qu'analyste en cybersécurité. Ça peut vous aider à trouver des fuites. Je pense que pour que ça vous soit utile, c'est intéressant comme petit projet. Si vous êtes étudiant ou quoi, ça peut être intéressant comme projet. Je pense que c'est même super intéressant. Si vous être une entreprise ou un chercheur indépendant, le moment où ce petit bot va vous être utile, soit vous aurez un coup de chance, soit il va falloir y travailler beaucoup parce que le dark web, c'est très instable, c'est très changeant. Donc il va falloir affiner votre bot très précisément pour que vous en dégagez vraiment de la valeur. Et enfin, on va parler d'un ransomware open source. L'intérêt d'un ransomware open source, c'est que comme il est open source, eh bien, même les équipes de détection vont pouvoir facilement
mettre en place des mécanismes de détection, parce que comme le code est public, et ben, elles pourront facilement voir comment identifier ce ransomware. Voilà, si vous êtes chaud, bah, je vous propose de commencer par le petit write-up du hackback. Et je vais vous le lire. Je le traduis en live. N'hésitez pas à me dire si vous préférez que je le lise en anglais, avec un superbe accent. Ou si vous préférez que je le traduise en live. Donc, on a l'utilisateur Hypothermia, avec une petite icône très mignonne, qui dit: hier, un vieux copain m'a envoyé un DM sur Instagram en me demandant de l'aide pour un challenge. Le lien custom était un peu étonnant, parce qu'il n'y avait pas de chemin ou de paramètres d'URL, ce qui est assez étonnant. Et effectivement, on voit son lien, c'est juste un sous-domaine, domaine. Sous-domaine. Ça c'est le lien, ça c'est le voting link, c'est le lien pour voter. Et donc le gars se connecte et il voit tout de suite que ce qui est étonnant, c'est que c'est juste un domaine qui ressemble à Instagram et que effectivement, si c'était un vote, vous auriez des paramètres dans l'URL. Des paramètres qui disent tiens, c'est pour tel candidat que je vote. Et donc ça lui a mis la puce à l'oreille. Il a regardé. Il a essayé de se connecter en mettant un payload d'XSS aveugle, c'est-à-dire un truc qui aurait juste généré une requête par le navigateur. Voilà. L'idée c'est qu'il met juste un truc image src égale x on error import. Donc en gros, s'il y a un problème avec l'image, importe tel script. Et ce script, lui, l'idée c'est que lui, il l'aurait hébergé sur un serveur qu'il maîtrise. Du coup, il aurait vu l'attaquant se connecter. Sauf que qu'est-ce qui s'est passé? Il a vu une erreur. Elle est incroyable, cette erreur SQL. Cette erreur SQL est incroyable. Et en plus, ça lui donne elle lui donne toute la colonne. Elle lui donne même la requête. Donc il a vu une magnifique erreur SQL. Et donc là, il dit, c'est parti. Injection SQL, let's go. Donc, il trouve une injection SQL. Il pouvait modifier donc la requête faite dans la base de données. Il pouvait injecter du code dans cette base de données. Il pouvait extraire des données de cette base de données. Donc il a utilisé SQLmap pour récupérer tous les utilisateurs. Et il a vu pas mal de ses vieux copains dedans. Donc il les a immédiatement contactés pour leur dire de changer leur mot de passe. Donc good guy. Full illégal, hein. Ça c'est tout ça c'est vraiment, c'est complètement illégal. Mais bon pax. Bon gars. Je me dis bon bah j'ai une injection SQL, autant que je supprime, autant que j'efface toutes les données des attaquants. Problème, il ne pouvait pas exécuter une donnée puis une autre. Une requête SQL plus une autre. Une requête SQL, c'est comme ça qu'on communique avec une base de données. Donc là, manque de bol, c'était du type error. C'est avec l'erreur qu'il arrivait à récupérer les données qu'il a récupérées. Donc il s'est dit, et si je regardais ailleurs? Donc il est allé regarder toutes les URL possibles, et il a trouvé une deuxième mire d'authentification. Et là, pour le coup, sur cette mire d'authentification, a priori, le nom d'utilisateur et le mot de passe sont dans la base de données. Salut Saruman Lord, bonne journée à toi. Donc il est allé récupérer dans la base de données le mot de passe. Le mot de passe qui s'appelle qui est 123. Voilà. Il s'est connecté avec ce mot de passe. Et là, il a trouvé un formulaire d'upload de photos.
Et donc là, il s'est dit, bah, vu que je peux uploader une image, bah, let's go, je peux peut-être uploader un programme malveillant, moi aussi. Donc il a essayé d'uploader un programme malveillant, mais le problème c'est qu'il n'arrivait pas à lancer ce programme. Voilà. Tout ce qui est PHP, donc c'était ce qui PHP, il dit tout ce qui est système, exec, pass-through, etc. Des fonctions de PHP qui permettent d'exécuter des commandes. Rien de tout ça n'a marché. Vous voyez, ça marche pas. Alors, il a cherché dans les fichiers, dans les dossiers, et il a regardé les fichiers pour savoir comment la connexion à la base de données était faite. Parce que lui, ce qui l'intéresse, c'est de supprimer la base de données. Alors, il cherchait, voilà. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, là, il a exécuté toutes les commandes PHP qui permettent d'exécuter des commandes shell ont été désactivées, mais tu peux quand même faire des choses avec du PHP. Parce qu'il arrive à exécuter du PHP, donc il peut quand même regarder, parcourir les répertoires. Là, il y a un truc forget password, il y a un truc database, plein de choses intéressantes. Donc dans database, il y a un script de login. Il regarde le script et il récupère le mot de passe. Comme il arrive à exécuter du PHP, et bah du coup il a pu se connecter lui aussi à la base de données. Il a supprimé toutes les entrées des utilisateurs. Et s'est dit, donc là, les utilisateurs qui ont déjà été arnaqués, j'ai supprimé leur mot de passe, tout est bon pour eux, maintenant ils sont protégés. Par contre, il faut empêcher des nouveaux de se connecter, et donc il a modifié le code source de la page pour mettre une magnifique image libre de droit avec un petit enfant qui empêche les utilisateurs de se connecter. Voilà, un petit write-up assez marrant. Je trouve ça assez sympa. Voilà, donc bon gars, big up à lui. Tout cela est absolument illégal, je le rappelle. C'est du hackback, c'est strictement interdit en France. Mais bon Pax, c'est sympa de le faire. Voilà, personne ne va lui en vouloir. Voilà l'outil Kryptonite Ransomware, donc le truc open source. Il est 9h06. On va s'arrêter un peu plus tôt, hein. C'était une semaine un peu tranquille cette semaine, donc on va s'arrêter peut-être un peu plus tôt sur la matinale. On vise de s'arrêter à 9h20, 9h15. Ça c'est l'échange crypto piraté, enfin vulnérable en tout cas, j'en avais parlé. Qu'est-ce qui vous intéresse le plus comme sujet? Je vois que vous commencez à être assez nombreux sur Twitch et sur YouTube. Les sujets que je peux vous proposer, donc c'est les fuites du groupe de ransomware Yan Yu Wang. C'est un sujet donc très axé renseignement. Il y a un write-up de comment trouver la recherche en vulnérabilité sur Tailscale, qui doit être potentiellement un peu plus technique, mais qui, à mon avis, est très sympa. De ce que j'ai compris, le write-up est très bien écrit. Donc pour regarder ça. Et en autre focus, il y avait ce ransomware open source, où il y avait l'outil Torbot, que je vais vous retrouver. Merde. Torbot, il est là. Voilà. Donc ça, cet outil, ce qu'il fait, c'est qu'il sert à parcourir le dark web. Bougez pas. Hop. Voilà, c'est mes deux écrans. Il sert à parcourir le dark web pour trouver des informations sur les activités malveillantes de gens sur le dark web. Si vous n'osez pas parler dans le chat de Twitch ou le chat de YouTube parce que vous êtes timide,
eh bien, eh bien c'est moi qui choisis. Et à ce moment-là, je vous propose de parler de Tailscale, parce que c'est le plus technique et que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait... Comme ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo technique sur cette chaîne, je suis content d'utiliser la matinale pour faire des trucs un peu plus péchus. Salut Kailir. Bienvenue sur cette matinale. Merci pour ton follow. Je n'ai pas... Merci... Isang pas Saliobong. Salut, Tailscale a l'air intéressant. Salut Porto SFCP. Bienvenue à toi. Et bah c'est parti, bah du coup on va faire ça. Ouvert à toutes les propales. Ça marche. Je regarde rapidement sur Twitch. J'ai pas mes bots activés parce que qu'il faut que je bosse sur d'autres trucs que mes bots. Et donc il faut que je reprenne du temps là-dessus. Mais donc merci à tous ceux qui m'ont follow. Merci Totopa, merci Goupil. Merci à tous. Du coup, Torbot, c'est les mêmes créateurs que Bot. Twitter, non, je pense pas. Non, Torbot, c'est un projet... Dead Second Size, non, c'est peut-être une entreprise ou un projet de cybersécurité. Les créateurs de Bot, de Tor, c'est le projet Tor. C'est le projet The Onion Project. Là, on voit que ça a été fait dans le cadre de la Hacktoberfest, ça a été fait dans le cadre de l'Open Source Initiative, de l'OWASP, donc c'est différents projets de sécurité plus ou moins. Mais ça n'a pas d'affiliation avec le projet Oignon. Ouais. Et ben on parle de Tailscale. Let's go. Alors. L'auteurice, pour ne pas préjuger de son genre, nous fait des jolies petites recommandations en haut de l'article pour dire, en gros, si vous n'avez pas lu, et bah, il y a 6 problèmes. Pour régler les 6 premiers problèmes, vous mettez en priorité à jour les machines Windows avec des navigateurs web. Alors il y a Kailir qui nous demande, c'est pour surveiller les activités de gens sur le Darknet ou les fuites concernant une personne ou une entreprise. Les deux, de ma compréhension, c'est les deux. Du coup, donc tu parles du projet Tor. Hein. Je suis désolé, je fais des allers-retours parce que le temps que les messages arrivent, etc. Pour moi, vous voyez, il n'y a pas de... Vous voyez, il y a des références, tout ça, ça ressemble fortement à du travail de recherche académique. Récupérer des mails pour de sites. Donc ça, c'est typiquement pour se renseigner sur la menace, sur les comment dire, les gens qui font des opérations illicites sur le dark web. Save, sauver des informations en JSON, c'est pour faire du mapping tout ça, c'est pour faire du mapping d'activités sur le dark web. Ce qui peut servir aussi à effectivement chercher des fuites. Je pense que c'est encore trop grossier pour chercher automatiquement des fuites. Je pense que même, je suis pas sûr que tu arriveras à trouver grand chose si tu cherches automatiquement des fuites sur Tor. En fait, il faudra les chercher un peu à la main, il faudra discuter avec des gens pour savoir où sont ces fuites. Je pense que c'est un peu ambitieux de les trouver automatiquement. Voilà. On revient à Tailscale. On lisait le résumé rapide. On sait qu'il y a donc un 9e problème. Elle nous dit pour le 7e problème, mais juste une liste d'entêtes HTTP qui sont vraisemblables. Et comme ça, tu éviteras à minima du JavaScript pour ça. Dans l'ensemble, elle nous dit continuer à utiliser Tailscale.
et elle nous dit Tailscale. Et ça c'est très cool, donc pourquoi elle a fait son write-up à mon avis, c'est qu'elle était très contente de la réponse de Tailscale à son rapport. En gros, donc Tailscale c'est un service de VPN maillé. Les nœuds dans un réseau Tailscale, par nœud, lorsqu'on parle de réseau, quand on parle de nœud, on parle de points du réseau. Les nœuds dans un réseau établissent une connexion directe avec WireGuard. WireGuard, c'est un protocole de VPN. Ils établissent ces communications à la demande en utilisant des informations qui sont sur un plan de contrôle. Et donc sur le plan de contrôle, il y a les IP que chaque nœud utilise, les clés publiques à utiliser. Donc en gros, il y a une infrastructure qui est le plan de contrôle qui porte l'infrastructure avec les clés publiques. Donc comment on peut être sûr que la personne qui nous parle, c'est bien elle. Elle parle toutes les métadonnées qui vont servir à se connecter. Et après, vous faites un VPN d'un nœud à l'autre comme vous voulez. Sur chaque nœud, c'est le matin. Pardon. Sur chaque nœud, un process sur votre ordinateur qui s'appelle Tailscale D. D, souvent c'est pour daemon, c'est-à-dire le process qui tourne en arrière-plan. Ce process, c'est lui qui fait tout le gros travail, c'est-à-dire parler avec le plan de contrôle, gérer les interfaces, et puis transmettre les paquets. Il y a un autre process qui vous propose une icône, une jolie petite interface graphique de configuration dans la tâche Windows ou macOS. Sur Linux, évidemment, il y a juste une commande, en ligne de commande et démerdez-vous avec. Donc, dans tous les cas, il y a deux composants. Il y a le process qui tourne en arrière-plan et l'interface graphique ou la commande Tailscale qui échange avec. Tout cela communique sur un port local. Donc c'est une API HTTP. Sur les... vous voyez rien dans mon article. Sur les plateformes Unix, tout ça est dans une socket Unix. Donc une socket Unix, en gros, c'est une sorte de fichier que plusieurs processus peuvent écrire pour se parler les uns aux autres. C'est à pas confondre avec une socket réseau. Une socket TCP. Si on devait parler strictement français, je devrais parler de chaussettes peut-être. Et donc, ce qui est souvent problématique sur Unix, c'est les permissions de cette socket. Là, elle dit que c'est en lecture seule pour tous les utilisateurs, sauf root, et un utilisateur spécial, qui est celui qui a le droit d'utiliser ce process Tailscale. Sur Windows, il n'y a pas ce même processus, il n'y a pas ce même mécanisme de socket. Donc il y a un mécanisme ça va plutôt être un port qui va être ouvert en local. Donc en gros c'est une socket TCP. En gros voilà, la différence entre une socket TCP et une socket Unix, c'est que les sockets Unix c'est vraiment des fichiers qui vont être écrits entre des processus. Là où une socket TCP, en gros c'est un peu quand on descend dans les couches du réseau, c'est vraiment le truc le plus bas niveau possible. C'est lorsque je me connecte sur un serveur, en fait je crée une connexion TCP, dans cette connexion j'envoie un paquet HTTP où c'est ma requête, en gros c'est bonjour, je fais une requête get vers la page login.html. Tout cela, ça va être des octets par octet qui vont être écrits dans ce petit container, dans cette chaussette réseau. Donc la socket
Réseau, c'est vraiment le truc qui interagit au plus bas niveau possible avec le réseau. Et donc, faut pas confondre socket réseau et socket Unix, autrement dit socket fichier, socket interface de communication entre process qui n'a rien à voir avec le réseau. Et donc sur Windows, vu qu'il n'y a pas ça, ils sont obligés d'utiliser une socket réseau. Mais du coup, ça veut dire que il y a une interface, il y a un port. Pour expliquer ce que c'est que les ports, si vous n'êtes pas familier, sur un ordinateur, il y a un certain nombre d'interfaces qui peuvent être ouvertes pour échanger avec d'autres choses sur Internet. Et donc en gros, chaque port correspond à peu près à une utilisation différente. Par exemple, vous avez un port spécial pour le mail. Si vous avez déjà réglé un serveur SMTP, vous avez remarqué que vous mettez le serveur mail sur le port 25 ou 445. C'est parce que le protocole SMTP il utilise ce port-là. Le protocole web, il utilise le port 80 ou le port 443. Et le protocole Tailscale, il utilise donc en local sur votre machine elle-même le port 41112 qui est là. Donc on a cette loopback en interne qui permet d'échanger avec ce qui se passe sur Tailscale. Vous pouvez voir ça sur votre propre ordinateur en utilisant Netstat. Voilà. Dans un monde parfait, tout cela devrait bien se passer, sauf que on n'est pas dans un monde parfait, donc ça se passe pas exactement comme ça. Parce que ok, j'ai compris où est-ce que le voulait venir. Ok. Il suffit de consulter un site. Effectivement, alors elle dit si vous regardez mon site web, eh bien vous me donnez l'immense honneur d'exécuter du code JavaScript sur votre ordinateur. Et c'est vrai. En fait, lorsque vous allez sur un site web, le site web il vous transmet des informations, mais aussi du code JavaScript. Et ce code, il va s'exécuter dans votre navigateur. Et souvent, ce code, il peut être utile pour aller chercher des ressources à droite à gauche. Par exemple, si vous êtes sur Facebook, vous avez remarqué que vous avez n'importe quel réseau social, en fait, vous chargez la page une fois. Il y a plein de bouts de code qui arrivent, et puis dès que vous scrollez, la page elle n'est pas rechargée, vous n'êtes pas sur une nouvelle page. C'est la page en elle-même qui va chercher du nouveau contenu. Et ça, comment ça fonctionne, c'est le code JavaScript qui sert effectivement à faire des requêtes. Mais du coup, si on peut demander à du code dans mon navigateur de faire des requêtes, on peut peut-être faire des requêtes vers cette interface réseau, ce port réseau qu'on a exposé. Vu qu'on a dit il est exposé en gros juste à notre ordinateur, les autres ordinateurs du réseau ils peuvent pas y accéder, il n'y a que notre ordinateur. Mais si la requête elle vient de notre navigateur web, elle vient de notre ordinateur. Donc, elle dit, voilà, si vous visitez mon site web, vous me donnez l'immense honneur de faire tourner du code JavaScript sur votre ordinateur. Heureusement, les navigateurs, ils ont plein de mécanismes qui cherchent à limiter ça. Par exemple, mon code peut faire une requête HTTP sur la requête. Et le navigateur va se moquer de moi avant que je puisse me connecter. Par contre, si mon code demande à parler à faire une requête vers cette interface qu'on expose, comme c'est une interface web, c'est normal que du code JavaScript fasse des requêtes web. C'est normal. Du coup, là, le navigateur est plus compréhensif. Mais juste un petit peu plus, parce qu'il y a quand même des mécanismes pour limiter ça. Je peux pas lire les réponses, et les types de requêtes est assez limité. Par contre, mon code peut tout à fait envoyer des requêtes vers mon propre site web. Là, il n'y a aucun souci. J'envoie une requête vers mon site web,
vers le site web donc, de cette personne. Il répond avec du code JavaScript. Si le code JavaScript veut faire d'autres requêtes vers ce site web là, il n'y a aucun scénario où c'est malveillant. Cette idée, c'est ce qu'on appelle la Same Origin Policy. Donc ça, c'est un en-tête HTTP. Et c'est une pierre angulaire de la protection des navigateurs web modernes. Sauf que parfois, cet en-tête, il est un peu flou dans qu'est-ce qu'il interprète comme étant mon site web et ce qui n'est pas. Disons que on dit que mon site web il est hébergé à ce charmant joli petit nom qui s'appelle S1.2.3.4-120.7.rr-e.d.rebind.it. Et bah, qu'est-ce qui se passe quand on fait une commande host, c'est-à-dire une résolution du nom? Quoi? Alors elle fait 2 fois la même résolution de ce nom. Il y a un cas où on lui dit l'adresse c'est 1.2.3.4. Il y a un cas où on lui dit l'adresse c'est 127.0.1. Mais je pense que c'est la mise en page. Non. Attendez, quoi? Hein? Quand ma page web, qui était chargée depuis le serveur à l'adresse 1.2.3.4, essaie de mettre une requête vers son propre domaine, le navigateur va checker le DNS. Donc le DNS, c'est le système qui permet de résoudre des adresses comme ça vers des adresses IP. Juste au cas où j'ai décidé de changer entre-temps l'adresse de mon serveur. Et là, étonnamment, le navigateur web considère que j'ai changé cette adresse et que je suis maintenant situé à 127.0.0.1. Alors là, pour moi, elle fait de la magie noire et je comprends pas quel changement a eu lieu. Mais je pense qu'elle va l'expliquer. Le navigateur, en fait, il transmet cette requête à cette nouvelle adresse IP. Sans se soucier de la protection dont on vient de parler tout à l'heure, vu que le domaine match, on est toujours sur le même domaine, donc pour le navigateur il n'y a aucun souci, on est toujours sur la machine avec laquelle on parle depuis le début, sauf qu'en fait, entre-temps, vu que l'adresse IP a changé, et bah, il va faire des requêtes ailleurs, et donc ça va lui permettre d'exécuter des requêtes IP vers notre propre machine, des requêtes, pardon, HTTP vers notre propre machine, donc potentiellement d'exécuter du code. C'est ce qu'on appelle une attaque DNS rebinding. Alors je comprends pas trop comment elle a changé. Alors peut-être que en fait l'avantage d'avoir un nom à rallonge comme ça, c'est que vous voyez en fait tout ça, chaque point indique une requête DNS. Vous voyez, je sais pas si vous étiez là la semaine dernière, mais là il y a 2 semaines, mais on avait fait une méditation du jeu où on parlait de DNS. En gros, elle va demander pour trouver s-1 point machin, point truc, point bidule, point machin. Elle va demander à en gros it.it où est .rebind.it, puis elle va demander à .rebind.it où est .d.rebind.it, où est etc. Et de fil en aiguille, à chaque fois elle va te demander à l'étape d'avant. Et donc peut-être que rien ne l'empêche de choisir elle-même de mettre un serveur DNS à un endroit dans la chaîne et de faire que le comportement de son DNS change dès que une même adresse IP fait 2 requêtes.
première requête vers l'adresse 1.2.3.4, deuxième requête vers l'adresse 127.0.0.1. Et pour ceux qui ne sont pas familiers, l'adresse 127.0.0.1, c'est l'adresse locale, c'est notre propre ordinateur, c'est une référence, c'est une convention que tout le monde utilise. Est-ce qu'il y a la commande host sur MacBook? Ouais, bon, c'est un exemple qu'elle a pris, j'aurais bien aimé enquêter un peu plus là-dessus. Donc c'est, à mon avis, voilà comment, de ma compréhension, voilà comment elle a fait. Et donc ça c'est énorme, parce que du coup ça veut dire que on va pouvoir exécuter des requêtes à l'API locale. Et donc là sur Windows, et donc c'est pour ça qu'elle nous parlait de Windows, elle nous dit notre navigateur, notre site web malveillant va pouvoir envoyer des requêtes. Vu que la requête ne fait pas d'authentification, eh bien on peut avoir tous les privilèges et on peut reconfigurer Tailscale. Qu'est-ce qu'on peut en faire? On peut voler des informations, des détails. Si Tailscale, de ma compréhension, Tailscale est utilisé à des fins d'anonymisation, et donc ça peut être très embêtant. Rien que voler des informations comme l'adresse IP, et bien en fait, vu que le but c'était de cacher son adresse IP, et ben c'est assez embêtant. On peut aussi voler la clé privée WireGuard, et donc ça potentiellement ça peut permettre de ah ouais. Ça peut permettre à mon avis, ça peut permettre de déchiffrer le trafic. Donc ce qui est très embêtant aussi, parce que a priori, Tailscale est utilisé à des fins encore une fois, à des fins de vie privée, hein. Potentiellement c'est utilisé en Chine, en Iran, tout ça. Et alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'elle dit, il n'y a pas de souci, si on cherche à faire get, à lire l'information, eh bien on ne peut pas lire l'information de la clé privée. Parce qu'il n'y a pas de raison de la lire via une requête web. Par contre, si on essaie de la modifier, en ne changeant rien, le serveur va nous répondre avec la clé privée. Voilà. Donc il empêche de la lire, mais si on essaie de la modifier, on récupère le contenu. Donc ça peut permettre de se faire passer pour quelqu'un d'autre. Ok. Potentiellement, ça pourrait peut-être passer, si on arrive à le faire 2 fois, ça pourrait peut-être permettre de faire ce qu'on appelle un man in the middle, donc s'insérer entre deux personnes qui communiquent sur Tailscale. Pardon. Elle nous dit que pour faire une vraie démo, il aurait fallu développer en Go, c'est la raison pour laquelle elle ne l'a pas fait. Alors, je m'excuse d'avance, je ne veux pas... l'auteur s'appelle Emily, donc je ne veux pas présupposer de son genre, mais assez naturellement j'ai dit elle jusqu'ici. On va continuer parce que c'est le plus simple pour la compréhension de tout le monde. J'ai des raisons pour lesquelles je dis ça, parce que elle mettait clairement en avant, je pense qu'elle n'avait pas envie qu'on se trompe. Donc, maintenant, ce qui peut être intéressant, c'est, maintenant qu'on a la clé privée, est-ce qu'on ne peut pas essayer de se faire passer pour le plan de contrôle? On a dit qu'il y a 2 composants dans Tailscale. Il y a le plan de communication et le plan de contrôle. Est-ce qu'on ne peut pas essayer de se faire passer pour ça? Eh bien, on peut setup notre propre serveur de plan de contrôle. On peut changer l'URL du serveur de contrôle. Par contre, ça ne pourra pas être effectif tant qu'on n'aura pas redémarré la machine.
Mais dès que ça arrive, eh bien, on peut accéder à n'importe quel service, à n'importe quel réseau que la machine utilise. En gros, on peut se positionner soi-même sur le réseau de la machine. C'est assez puissant, ouais. Ouais, alors elle dit par contre, vu que Tailscale est fait pour des gens qui sont assez chauds en informatique et assez chauds sur leur vie privée, eh bien a priori il n'y aura pas grand chose qui sera vulnérable autour. Maintenant, est-ce qu'on peut pas exécuter du code sur la machine? Réponse oui. Oui, non, uniquement si vous avez un serveur qui autorise SSH avec Tailscale. Et là, vous pouvez pivoter sur cette communication Tailscale pour exécuter des commandes SSH. Je vous propose de nous arrêter là. Il est 9h35, on avait dit qu'on s'arrêtait vers 9h30. On va faire une petite méditation rapide. Et on va s'arrêter là. Moi je trouve ça hyper intéressant, je serais ravi de continuer, mais je vois qu'on a perdu un peu les 3/4 des gens. Donc on va peut-être s'arrêter là. Voilà. Moi j'ai besoin aussi de tenir mes horaires. On passe à une petite matinale. Si vous êtes chaud, exprimez-vous dans le chat. Si vous êtes chaud pour continuer à lire le rapport, exprimez-vous dans le chat, et puis peut-être on continuera un peu après la matinale. Après la méditation, pardon. Bien, bien, bien. On va mettre l'écran de méditation. Je vous propose de tous réagir dans le chat à la beauté de cet écran de méditation, parce que je l'ai fait moi-même, et donc je suis sûr qu'il est magnifique. Vous avez intérêt à me dire qu'il est magnifique en fait. Voilà. Je suis là. Merci, ok. Alors, on va méditer, faire une petite méditation cyber rapidement pour ce matin. Je le veux en poster. Oh, wow. C'est une vidéo. Est-ce qu'elle bug pas un peu d'ailleurs? Bon. On va donc essayer de... de se détendre. On va imaginer qu'on est étendu par terre et qu'on voit au-dessus de nous un ciel avec... pas avec beaucoup d'étoiles en fait, avec juste une étoile. Puis peut-être on peut imaginer qu'il y en a une deuxième qui s'allume, puis une troisième, puis de plus en plus d'étoiles qui s'allument comme ça. Et tout le ciel qui s'illumine. Un peu comme si c'était pour vous saturer d'étoiles et de lumière. Un peu comme une attaque DDoS finalement. Alors pour réagir, on va réagir de la même manière. On va juste fermer les yeux un instant et se dire que tout passe, tous les problèmes passent. Vous avez peut-être affaire à des problèmes très embêtants qui vous stressent beaucoup peut-être aujourd'hui. Eh bien, ils vont passer aussi. Eux aussi, ils vont passer. Comme une attaque DDoS. On encaisse, et puis ça va passer. Mais attendez, vous avez pas la musique? Vous n'avez pas la musique. Je vous la rajoute.
Donc tout va passer. Je disais que tout passe, alors que je tape mon micro. Tout passe, y compris les attaques des DOS, y compris cette luminosité des étoiles. Voilà, vous fermez un peu les yeux, et puis quand vous les rouvrez, bah, tout s'est calmé. Et il y a juste quelques étoiles qui vous sourient. Elles vous sourient comme une étoile peut sourire, c'est-à-dire avec un beau sourire de grandes boules de plasma en fusion. Et ce gentil sourire va vous donner de l'énergie pour toute votre journée. Voilà. Voilà, c'était la petite méditation. On va s'arrêter là. Dites-moi si vous voulez suivre, si jamais vous avez très envie de voir la suite de cet article. Dans tous les cas, toutes les sources sont déjà dans la description de la vidéo sur YouTube. Je vais essayer, peut-être, j'hésite, peut-être cette semaine, je pense que je vais laisser ma matinale peut-être une semaine. Et puis dimanche soir, je la migrerai sur la chaîne secondaire. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire, me dire ce que vous voulez voir maintenant sur cette chaîne, ce que vous voulez voir dans les prochaines matinales. Bonne semaine à tous. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine. Et puis voilà, je n'ai rien d'autre à ajouter. Je vous souhaite un excellent Cyber Monday et j'espère que c'était une jolie matinale. En tout cas, on a parlé de plein de choses. Je trouve ça toujours très sympa. Voilà, bonne semaine à vous tous. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à partager le super article de Numérama qui parle de cette matinale. Et je vous souhaite une excellente semaine. Bonne journée à toi, ok. Bonne journée à toi, Lucille, Kailir, si tu es toujours là. Tous les gens qui étaient sur Twitch. Profitez bien de cette journée. C'est tout pour moi. Bonne journée, bon Cyber Monday. Les gens sur Twitch, je vous envoie faire un petit raid chez Boulet. Je sais pas s'il reste beaucoup de monde. Il reste pas grand monde. Let's go. Allons-y.